Europe 1, la vie en bleu. On est toujours fiers et honorés d'être sélectionnés, encore plus pour une Coupe du Monde. La vie en bleu, notre rendez-vous tous les jours 20h30 au cœur de l'équipe de France pour sentir les pulsations, les débats, les vibrations autour de cette équipe. Avec Guy, un chiffre que je vous donne comme ça et j'attends votre commentaire. C'est le 13e match de Didier Deschamps dans une phase finale. Coupe du Monde et Euro. C'est la 11e composition d'équipes différentes. Est-ce que c'est pas ça le problème de l'équipe de France ? Faudrait... Pour affirmer ça, il faut faire une étude, j'allais dire scientifique, enfin une étude simple des différentes équipes. C'est le football d'équipe, le football d'équipe nationale de sélection, c'est un football en pointillé. C'est-à-dire on joue 2 matchs, on s'arrête 2 mois. On joue 2 matchs, on s'arrête 2 mois. Alors les joueurs qui ont fait le fureur à un moment donné, on les retrouve pas 2 ou 4 mois après, donc on est obligé d'en reprendre 2 autres, etc. Enfin, obligé, on ne l'est peut-être pas quand on voit l'Allemagne, quand on voit l'Espagne, quand on voyait l'Italie du dernier Euro. Je parle pas de l'Italie éliminée de cette Coupe du Monde. Il y avait une forme de pérennité, de stabilité, de continuité, et donc d'une forme d'identité. Et à défaut d'identité de jeu, puisque c'est un peu une tarte à la crème, au moins des gars qui ont l'habitude de jouer ensemble. Oui, c'est vrai. L'équipe d'Allemagne, c'était simple. L'équipe d'Allemagne, nous l'avons vu ensemble au Brésil. C'était le Bayern de Munich. C'était tous des joueurs du Bayern de Munich ou qui y avaient déjà joué et éventuellement qui allaient y jouer. Donc l'unité était grande. C'était Rummenigge, le grand maître de l'équipe d'Allemagne, qui était Mais il y avait aussi une forme de stabilité d'un Euro à une Coupe du Monde. On le voit, l'équipe d'Allemagne qu'on a eu battue. Il y a eu 3 changements. Schweinsteiger est plus là, Lahm est plus là, Klose est plus là. Mais il peut y avoir le défaut inverse. Ouais. Il est possible que l'Allemagne ait trop prolongé un certain nombre. Voilà, c'est quand même l'équipe d'Allemagne qui a réussi les éliminatoires, je crois, invaincue pour se qualifier avec l'équipe qui était sur le terrain à peu de choses près, à l'exception peut-être du latéral gauche qui a déclaré forfait jusqu'à pourquoi la France vient de subir un phénomène assez rare. Elle avait fait des performances convenables quand même, un quart de finale de Coupe du Monde au Brésil et puis une finale d'Euro derrière, c'était bien. Mais voilà que pour troubler le jeu, il y a une espèce de classe de bambins là, qui vient de la maternelle directement, qui sont super doués, qui font des matchs merveilleux dans les clubs, qui surprennent. Et alors comme il y a une espèce de plus-value pour les jeunes, on dit, comme qualité première, il est jeune. Non, on regarde comment il joue. Oui, et finalement, ils ont mis à la retraite ou ils ont mis hors de l'équipe nationale un certain nombre de joueurs chevronnés. Oui, mais c'est ces joueurs chevronnés qu'on rappelle après un seul match, Arnaud, puisqu'on annonce que Giroud et Matuidi vont revenir. Mais par rapport à votre question initiale, François, effectivement, le problème de l'équipe de France, en tous les cas, sur ce début de tournoi, et la performance face à l'Australie, même s'il y a un succès, on va toujours nous dire oui mais il y a un succès, ça donne raison à Didier Deschamps. Non, ça donne raison à personne. Il s'est trompé, il a fait une erreur. Vous travaillez pendant des années, au moins 2 ans, avec un garçon comme Giroud en attaque. Premier match du tournoi, alors après on va nous dire oui il avait 7 points de suture, c'est possible, mais vous avez travaillé 2 ans dans un système avec un garçon. Il était capable de jouer puisqu'il est entré effectivement, vous avez tout à fait raison de le rajouter. Et du jour au lendemain, sous prétexte que on a vu Mbappé, on sait qu'il est pas mauvais, Dembélé, il a été pas mauvais contre l'Italie, donc on se dit allez, on va changer. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut essayer de travailler sur la continuité et après, en fonction de cette continuité et des premiers résultats de l'équipe type, parce qu'on a quand même tous une équipe type, la France en a une, on procède à des changements liés au fait de match, expulsion, blessure ou au résultat. Mais là, on a pris le problème à l'envers. On a changé dès le début. Donc là, on va revenir à du classique ou à quasiment du classique. Bon, il y a un petit changement peut-être tactique pour ce match contre le Pérou avec Matuidi ailier gauche, vraisemblablement d'après la mise en place de cet après-midi à Istra. Les infos de l'équipe. Donc les infos de mes camarades et Giroud devant, mais Matuidi non pas dans un rôle de 3e milieu de terrain défensif, plutôt dans un rôle peut-être de piston pour venir bloquer le couloir droit qui serait on va dire un péruvien très fort. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer si ça se passe pas bien face au Pérou ? On va rechanger, on va remettre les jeunes et tout ?
Alors c'est pas cohérent. Là, Deschamps, à mon avis, il n'a pas pris la bonne voie. Mais depuis que Deschamps est à la tête des Bleus, il n'y a pas une cohérence folle. C'est-à-dire que, par exemple, l'équipe de France est allée en finale de l'Euro 2016. Normalement, quand une équipe va en finale ou qu'elle gagne un grand tournoi, là ça n'a pas été le cas, elle a des certitudes. Depuis 2016, Deschamps on n'a aucune des certitudes. On n'a jamais vu qu'il y avait des certitudes. Cette certitude. C'est étonnant pour un grand stratège comme il est, un homme qui sent tellement le jeu partout. Moi, ce qui me surprend, c'est sa longévité. Et quand on la compare avec Loh, alors évidemment, il est là depuis un peu plus longtemps. Oui, le sélectionneur allemand, ouais. Et avec Oscar Tabarez, qui est le sélectionneur uruguayen, on voit qu'ils avaient une idée de base qu'ils ont porté jusqu'au bout, et même avec des faiblesses, ils ont réussi à dribbler ces faiblesses conjoncturelles à leur football, et ils ont un plan de bataille. Deschamps n'a aucun plan de bataille, mais moi c'est ça qui m'a gâché lui. Donc il sait pas ce que c'est une identité de jeu. Il dit que ce ne sont que des mots, mais il n'a pas de plan non plus. C'est-à-dire qu'il, comme disait Giroud tout à l'heure, la sélection française est une sélection en pointillé. Donc on découvre les joueurs tous les 2 mois, à chaque fois qu'ils rejouent ensemble, mais il y a aucune homogénéité, ni dans les résultats, ni dans la forme, ni dans le fond, et ça m'agace. Renaud Muselier, est-ce que ce pragmatisme du résultat pour le résultat vous agace ou vous plaît dans cette équipe de France? En tout cas, ça me fait souffrir. Parce que chaque fois que je vois jouer l'équipe de France, je me retrouve avec une équipe de France où je me demande comment on va finir. Et la plupart du temps, alors c'est peut-être aussi la chance de Deschamps, c'est qu'il a plutôt de la chance. Donc on se retrouve toujours, on se retrouve avec un truc, on se dit putain, le match il est perdu, là c'est cuit, c'est frit, c'est bouilli, on est désespéré, paf, par un coup de baguette magique un peu incroyable, il nous ramène le match. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on a champion de France avec l'Olympique de Marseille, avec Brandao comme avant-centre par exemple. Oui, mais là il fallait jouer là. Il n'était pas sur le banc de touche. Petite allusion aux Marseillais ici en studio. Donc il a joué. Non, en tant qu'entraîneur, on sent ces tâtonnements là permanents. Alors est-ce que c'est pour tester l'équipe? Est-ce que c'est pour changer le fond de jeu? Est-ce que c'est pour justement surprendre l'adversaire parce qu'il change? La réalité, c'est qu'on souffre à tous les matchs, mais petit à petit on avance. On s'ennuie aussi à tous les matchs. Ah oui, ça, voilà, le problème il est aussi là. On a peur. Parce que si on souffrait, c'est pas grave. Mais Guy, vous vouliez rebondir sur le débat. Guy, vous vouliez rebondir sur le débat. Oh, toujours, quand ça m'intéresse, je suis passionné. Il faut reconnaître qu'il a des résultats. Et qu'en réalité, ce qu'on lui demande, des résultats. Le fait qu'il soit ceci, tout ce que vous venez d'expliquer est exact. Eh bien, et donc ne joue pas en sa faveur, mais s'il gagne vendredi, il aura 6 points, il sera à peu près qualifié, et tout ce qu'on aura dit, ça appartiendra à l'histoire. Donc, il vaut mieux peut-être un homme comme lui. À l'histoire, si on arrive au bout et si on a un titre, parce que les questions après. Vous avez raison, François, c'est pas vrai. Si on est qualifié, Guy, c'est le minimum syndical avec cette équipe quand même. Et dans la poule, voilà, et le président a fixé demi-finale. Si on lit bien Mbappé, il dit qu'il vise la victoire. Franchement, si on sort pas de la poule, alors là, il faut tout repenser. Je sens dans vos. Surtout que c'est pas la plus dure. Hein. Non, je sens dans vos paroles le poids du jugement sur les joueurs français. Non. Les joueurs français... C'est plus sur Deschamps que sur les joueurs français. Non. Bon. Mbappé, c'est un génie. Griezmann, c'est Ronaldo. Non, c'est pas Ronaldo. Dembélé, c'est formidable. On n'a jamais vu un joueur comme ça, etc. Moi, j'ai en réalité, prononciation de Ousmane Dembélé. En réalité, tout ça, c'est à cause du prix de leur transfert. Et c'est en ayant été Pogba, j'avais oublié Pogba dans la liste. Pogba, il a été transféré pour 100 millions. C'est un joueur formidable. Maintenant, on dit c'est drôle, on le reconnaît pas. On le reconnaît pas. On a oublié les 100 millions. Alors il est plus formidable. Voilà un peu. Vous prêtez peut-être aux commentateurs des attentions que nous n'avons pas. En attendant, Guy, il y a une question. Comment les commentateurs dont je suis, nous sommes tous victimes de ça. Ici, ça n'a pas été dit. Hein. Moi, nous avons en France l'une des meilleures presses footballistiques du monde. Il n'y a que l'Espagne peut-être et l'équipe sont dans le studio. Et on a une belle classe politique puisque Arnaud Herman et Danny Cohn-Bendit nous a rejoints, sont là. Je me permettrai également. Je me permettrai pas de juger la presse politique dont je suis lecteur. Alors reste à voir comment les joueurs vivent cette situation. Écoutez par exemple ce que Varane disait ce matin au point presse du côté d'Istra. Varane, il a découvert 2 latéraux pour le match d'ouverture de Coupe du Monde avec qui il n'avait
absolument jamais joué. Voici ce qu'il disait au micro de Cyril de la Morenaille. L'expérience, on l'acquiert en jouant ensemble. Il n'y a pas d'autre solution. Après, il faut beaucoup échanger, beaucoup communiquer. On a des profils différents, mais c'est des joueurs intelligents. Offensivement, c'est sûr que les automatismes, ça va se trouver en jouant. Face à la difficulté aussi, quand va falloir trouver des solutions, c'est là où justement il va falloir être intelligent et se déplacer les uns par rapport aux autres. C'est sur le plan défensif, je pense que voilà, c'est des joueurs qui ont l'expérience dans leur club, qui savent exactement comment se placer par rapport à que ce soit à leurs centraux ou par rapport au milieu qui est un peu plus avancé sur le terrain. Donc à part le temps de jeu en commun, il n'y a pas de recette miracle. Mais voilà, l'important c'est qu'on puisse bien communiquer, quels que soient les joueurs qui jouent. De toute façon, ce qu'il faut c'est qu'on ait des repères communs, qu'on sache voilà, s'il faut jouer plus haut, plus bas, être proches les uns des autres. Et voilà, ce qu'il faut, c'est forcément un vécu ensemble, mais on a déjà joué ensemble. On se connaît aussi aux entraînements, donc on va, de toute façon, quelle que soit l'équipe qui sera alignée, beaucoup communiquer, essayer d'avoir le plus d'automatisme possible. Voilà ce que disait donc le quasi-capitaine Raphaël Varane. Par moment, on aimerait mieux que Raphaël Varane ait le brassard quand on l'entend parler. En tout cas, c'est pas très gai comme oui, mais on sent c'est pas rassurant l'histoire. Hein. On sent qu'il marche sur des œufs. Simon Rubin, bonsoir. Bonsoir. Simon Rubin, chef du service des sports d'Europe 1, envoyé spécial en Russie. Vous étiez aux côtés de l'équipe de France. Là, les propos de Varane nous ont évidemment alertés parce qu'on sent quand même, il a cette habileté rhétorique, il garde un peu le pied sur le ballon, mais qu'il y a un souci avec les joueurs pour jouer ensemble, tout simplement. Mais oui, tout simplement, vous évoquiez le cas de Pavard et Hernandez, mais on pourrait mettre dans le lot Mendy, Kimpembe, Dembélé, Tolisso, Zonzi, Thauvin. On peut presque mettre Lemar, qui sont des garçons qui ont une dizaine de sélections, tout au plus. Lemar en a un peu plus. Même si vous regardez la charnière Varane, Umtiti, elle n'a pas une expérience énorme. Hein. Ces deux garçons-là n'ont pas beaucoup joué ensemble. Et quand on regarde aussi, vous évoquiez la longévité de certaines équipes et le fait qu'il y avait peu de changements de turnover quand on voit qu'il n'y a que 6 joueurs actuellement qui étaient au Mondial 2014, que d'à peu près je crois 10 joueurs sont présents aujourd'hui à Istra et étaient déjà à l'Euro, seulement 10 sur 23, donc on voit bien effectivement qu'il y a eu ce renouvellement de génération et qui est compliqué à gérer pour cette équipe de France et c'est vrai qu'il y a un petit aveu d'impuissance de Varane, même si c'est joliment formulé, mais il n'y a que le temps. Alors de la communication aussi, il en parle, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise les choses, ça peut accélérer et ça peut, cette compréhension mutuelle, mais il n'y a que le temps qui viendra corriger ça et les Bleus malheureusement pour eux n'en ont pas énormément. Et puis Guy le disait en introduction, mais il ne faut pas oublier qu'on serait dans un contexte de club, on peut se dire des entraînements quotidiens, ça sert à ça, mais là on est dans un contexte d'équipe de France avec grosso modo une dizaine de rassemblements par an. C'est très peu pour construire un collectif quand on regarde l'équipe. Après Simon, la question qu'on se posait, il aurait pu reconduire la même composition d'équipe pour qu'ils jouent ensemble. Si on veut être logique, ils ont gagné, ils ont un deuxième match. Non, on nous annonce 3 changements dans cette équipe. Matuidi, Giroud, 2 changements. Matuidi, Giroud qui rentrait à la place de Tolisso. Et Dembélé. Mais des joueurs qui justement ont cette expérience, cette histoire, ce vécu. Giroud, Matuidi, eux pour le coup, ils connaissent Varane, ils connaissent Lloris, ils connaissent quand même Pogba. Ce sont pas des profils, les profils qui sortent sont des profils, la Dembélé qui eux connaissent pas. Donc Deschamps réinjecte de la mémoire dans son équipe aussi. Oui, effectivement, et on se posera la question demain en évoquant, on sera à 24 heures du match contre le Pérou, on se posera la question sur la manière dont les Bleus vont jouer face au Pérou. Nous allons aller du côté de Saint-Pétersbourg où la Russie affronte l'Égypte. On ne devrait pas être loin de la mi-temps, mon cher Julien Froment. Et c'est même la pause 0-0 entre la Russie et l'Égypte après 20 premières minutes un petit peu compliquées pour l'équipe égyptienne. Et bien les Pharaons ont refait surface, notamment Mohamed Salah qui s'est procuré une très belle occasion à la 41e minute, une frappe enroulée qui est passée juste à côté du poteau d'Igor Akinfeev. Mais pour le moment, score nul et vierge entre les deux équipes au stade du Zénith Saint-Pétersbourg. Ça annonce, mon cher Julien, une deuxième mi-temps évidemment en termes de scénario très intéressante. Donc on ira beaucoup du côté de Saint-Pétersbourg pour ne rien rater de cette première mi-temps. Merci du côté de Istra de nous avoir accompagnés, Simon Rubin. On vous retrouvera demain bien sûr pour la vie en bleu. Évidemment, les Bleus qui seront donc effectivement à Yekaterinbourg pour leur déplacement, 2 heures de vol dans la ville la plus à l'est dans ce mondial.